Un crime sans châtiment finit toujours par se répéter. Les protestations massives qui nous ont mis dans la rue à cause de ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd a créé au sein des Nations Unies elles-mêmes une interrogation. Si nous ne voulons pas que ces crimes individuels de masse et contre l'humanité africaine se répètent à l'avenir, selon la formule consacrée du plus jamais ça, il faut que les auteurs de ces crimes soient châtiés et que surtout les conséquences concrètes et les survivances et les séquelles de ces crimes soient éradiquées. Le moment pour nous, c'est seize the time. Le moment, c'est maintenant. Absolument. Parce que la mort de George Floyd a renversé l'équilibre. Tout ça, faut que ça s'arrête. Je ne vais pas rester poli, parce qu'on a des pourritures en face qui dissèment un dialogue, qui dissèment un message de haine et qui montent la population les uns contre les autres. Dans tous les dossiers, les éléments scientifiques sont là, les témoignages sont là, les magistrats ne veulent pas les entendre. Il souffre au-delà de sa chair, il souffre dans sa tête également, parce qu'on lui a dit « meurs, sale nègre ». Parce qu'on lui a dit tu n'iras plus jamais en manif. Donc ils ont voulu installer un doute. Et c'est ce qu'ils font en permanence, nous installer un doute et nous dire ravette pas ni raison et puis que jamais ni raison devant poule. Mais nous là pour montrer que combat, nous que mener, nous que continuer combat. Ça pas qu'on l'appli pour mouiller nous, c'est pas première fois. Et c'est pas la première fois qu'il a agi comme ça et puis nous, mais c'est pas ça qui fait nous arrêter. Parce que tant qu'on a un cœur qui bat, tant qu'on fait des enfants, tant qu'on est là, on doit et on se doit et on a la responsabilité d'assurer un devenir meilleur à nos enfants. Et ça, c'est une responsabilité que nous devons assumer, nous. Nous avons lancé au mois de mai dernier une campagne contre les techniques d'immobilisation qui tuent. Les techniques d'immobilisation létales. Il s'agit du pliage qui a tué Aliziri, du plaquage ventral, comme je vous disais tout à l'heure, qui a tué Adama, Amadou Koumé, Lamine Dieng, Abdelhakim Hajimi, Aliziri, etc. La liste est hyper longue. Et également la clé d'étranglement. La mine a subi les deux, une clé d'étranglement et un plaquage ventral. Il y avait plus de 30 hématomes sur son corps. Un œdème cérébral qui a occasionné un engagement cérébelleux. Ça veut dire que sous la pression du policier agenouillé sur sa tête, le cerveau a manqué d'oxygène. Le manque d'oxygène l'a fait gonfler. Il a tellement gonflé qu'il ne pouvait plus tenir dans sa boîte crânienne et il a commencé à s'écouler, à sortir de la boîte crânienne. On va laisser la parole à Priscilla, qui a été l'élément déclencheur du mouvement des Gilets jaunes, qui a réussi à faire soulever et à faire tomber un nombre de revendications qui ont été plus ou moins entendues, mais à quel prix? Au prix de manifestants qui ont dû laisser un bras, un œil. On laisse la parole à Priscilla. Bonjour et merci à ces familles qui nous donnent la force. Force à vous et à la famille Dieng et à toutes les familles qui se sont exprimées tout à l'heure. C'était pas facile de vous écouter, c'est dur, mais il faut l'entendre, il faut que les gens l'entendent. Beaucoup de gens se sont rendus compte que des violences policières existaient le 17 novembre 2018, alors que depuis longtemps dans la quartier populaire, ça existait. On est passé du lynchage des Noirs dans les rues, dans la place publique aux États-Unis, au lynchage judiciaire des Noirs. Ça vaut aussi pour le système ségrégationniste d'apartheid aux États-Unis qui, 150 ans après l'abolition, 150 ans après la lutte sur les droits civiques, reste impuni puisqu'on continue à tuer les Noirs impunément, la police d'État, qu'on continue l'incarcération de masse et même la privation du droit de vote. Toutes ces questions-là sont devant nous. C'est le combat collectif de l'humanité africaine. Nous sommes bien outillés pour le mener puisque nous sommes présents sur les 5 continents et il suffit de nous organiser et de nous mobiliser et surtout de nous unir. Si la vie des Noirs comptait réellement, cela voudrait dire que la vie de Mumia et son héritage devraient avoir une importance.
Et la cause pour laquelle il a sacrifié sa vie devrait avoir elle aussi de l'importance. Il a fait radier un certain nombre de policiers dont il a été avéré qu'ils fréquentaient dans les jeux clandestins, le proxénétisme, le trafic de drogue et j'en passe, et des meilleurs, y compris des homicides, soit en tant que commanditaire, soit en tant qu'exécutant. Aux États-Unis, alors que les Noirs, les Afro-descendants sont une petite minorité, numériquement parlant, à peu près 12% de la population, ils sont majoritaires, ils sont particulièrement surreprésentés dans les prisons et notamment dans les couloirs de la mort, où très souvent des Noirs sont maintenus pendant 20 ou 30 ans, condamnés à mort pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Pour assurer sa propre défense, il lui fallait trouver de l'argent. Quand il a écrit son premier livre en direct du couloir de la mort, le syndicat de la police qui s'appelle le Fraternal Order of Police, quoi. Donc l'ordre fraternel de la police. Ce syndicat-là a lancé une campagne mais hystérique quand le premier livre est sorti pour dire que là, il ne doit pas pouvoir récolter de fonds pour assurer sa propre défense avec son propre livre. Lorsqu'on prend l'ensemble de ses ouvrages qu'il a écrits, il est authentiquement révolutionnaire et il est devenu à l'intérieur de la prison le porte-parole de tous les prisonniers. Tous les prisonniers. Je lisais le livre de Mumia, là, justement aujourd'hui, qui s'appelle Have Black Lives Ever Mattered? Est-ce que nos vies noires ont jamais compté? Et il y a un essai dans ce livre qui est absolument extraordinaire, où il parle des 3 P. Le peuple, la police et les hommes politiques. Julia White avait déjà manifesté son soutien aux militants anti-chlordécone et plus globalement à la tribune qui a été éditée par le collectif dans Mediapart. Et donc, elle nous tient régulièrement informés des actualités de la coalition nationale To Bring Mumia Home. Mumia Abu Jamal. Déclaration de Desmond Tutu, décembre 2011, 30 ans après l'arrestation de Mumia Abu Jamal. Cela fait 30 ans que Mumia a été enfermé dans un espace exigu de la taille d'une salle de bain, sans fenêtre, et qu'il a été privé de visite des membres de sa famille et des membres de sa communauté. Ceci est une violation de la Constitution des États-Unis. Juan E. Mendes, le rapporteur spécial des Nations Unies au sujet des tortures et des traitements inhumains cruels et dégradants, a récemment exposé un rapport écrit sur les conditions d'isolement en milieu carcéral auprès de l'Assemblée du Comité des Nations Unies, et ceci a confirmé ce que beaucoup pensaient depuis longtemps. 1978, Paris. Lors d'une interview au journal Le Matin, Andrew Young, un proche du révérend Martin Luther King et en même temps le premier ambassadeur africain-américain des USA auprès des Nations Unies, indique qu'il y a des centaines, peut-être même des milliers de prisonniers politiques dans les prisons américaines. Évidemment, c'était l'époque de l'administration Carter, évidemment il a été licencié sur le champ. Bon, il le savait en le faisant, hein. C'est pas... Voilà, quoi, on prend ses responsabilités. Mais il pensait qu'il fallait absolument faire... rompre le silence. Rompre le silence. Tout régime où un prisonnier est isolé des autres pendant plus de 15 jours doit être défini comme un acte de torture.
Lorsque j'ai été invitée à parler au nom de Mumia, une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est le temps qu'il a passé en prison. Combien d'années lui ont été volées en prison, ainsi qu'à sa communauté et ses proches. Mumia est réellement la voix des sans-voix, mais je dirais la voix des sans-voix aujourd'hui avec voix écrit avec un E. En tant que journaliste, il avait dénoncé à plusieurs reprises les violences policières, les meurtres commis par des policiers sur des afrodescendants, juste parce que c'était des afrodescendants. Et de ce fait, il a été la bête à abattre. On veut avoir un siège permanent. Un siège permanent, ben c'est ce que Malcolm X voulait. Et tout le but de son combat, de son travail, c'était d'avoir ce siège permanent. Notre action, comme celle de la plupart des militants, y compris Mouv et Mumia, et avant eux les Black Panthers et d'autres, s'inscrit donc dans cette pratique de la réparation. Et pour mémoire, ce n'est pas un hasard. Si Mumia nous parle dans son premier livre de la pollution à la dioxine. Je m'inscris totalement et pleinement dans la continuité du combat mené par les Black Panthers et Mumia Abu-Jamal. Diallo, cette photo date de 2018. Oui. Avec un t-shirt en hommage à Omar Blondin Diop. Absolument. Un t-shirt en hommage à Mumia Abu-Jamal. Il y a un sujet d'actualité. Absolument. Un t-shirt en hommage à Lamine Dieng. Est-ce que tu peux faire un petit commentaire? Que dire de plus? Cette image est parlante. Cette image est parlante. Comme vous le savez, Mumia s'était rapproché dans les années 70 du groupe éco-révolutionnaire noir Mouv. À Mumia Abu-Jamal, jusque-là enfermé injustement aux États-Unis. Il couvrait en tant que journaliste les brutalités policières dont Mouv faisait l'objet à Philadelphie. En 1985, alors que Mumia était dans le couloir de la mort, la police et la ville lâchèrent une bombe militaire sur les maisons de Mouv, tuant 11 personnes, dont 5 enfants. Après la chute de l'apartheid, le pouvoir noir en Afrique du Sud a prôné l'Ubuntu. Et les ex-supporters de l'apartheid ont continué de vivre librement. Mais les supporters de l'égalité aux États-Unis, qui ont lutté dans les années 60, dans les années 70, sont toujours enfermés.